Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de votre émission Action parlementaire consacrée au Centre-Ouest. Enjeux et développement, attentes des populations, que font les députés? Nous allons également ouvrir une fenêtre sur l'actualité. Coronavirus oblige. On en parle avec 3 élus de la région du Centre-Ouest. Henriette Zumbaré Zongo, élue du Bloc MD. Elle est là au nom du groupe parlementaire UPC. Bienvenue. Merci. Nous avons également avec nous, bienvenue Ambroise Bakiono, député du Sangué. Vous êtes du groupe parlementaire MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Et Yaya Zungrana, député du Bloc MD, membre du groupe parlementaire CDP, est notre invité. Action parlementaire est une tribune de redevabilité des élus nationaux sous le contrôle de la société civile. Maître Edasso Rodrigue Bayala, secrétaire exécutif de l'IDL, initiative d'aide au développement local, est là pour le compte des OSC de la région du Centre-Ouest. Mesdames et messieurs, bienvenue. La région du Centre-Ouest, 4 provinces, le Bloc MD, le Sangué, la Sicile et le Ziro, avec au total 12 députés issus de 5 partis politiques. Action parlementaire donne la parole aux élus nationaux, porte-voix de la région du Centre-Ouest à l'Assemblée nationale. Daouda Ouattara, Amadou Marcelto. L'Assemblée nationale du Burkina Faso, 7e législature. Au total, 127 députés et parmi eux, 12 sont des élus de la région du Centre-Ouest. Assetou Fofana Yamego et Worki Arwamba, toutes deux du MPP. Henriette Zumbaré Zongo de l'UPC et Yaya Zungrana du CDP. Et Juliette Bonkungu, élue du CDP sur la liste nationale, siège pour le compte du Bloc MD. Le Sangué est représenté par Bienvenue Ambroise Bakiono du MPP, Anissé Bazier de la NAFA et Zilma François Bassier, également de la NAFA, mais élu sur la liste nationale. La province de la Sicile siège au Parlement par les voix des députés Alitou Ido de l'UPC et Soumbi Albert Benao du MPP. Les électeurs du Ziro ont fait confiance à Bawi Nama du parti Le Faso Autrement et Kaboubié Ren Sakande Benao du MPP. Ils sont élus pour porter haut les aspirations des citoyens. Peut-être lentement, mais quelque chose se fait. Si vous suivez l'actualité, n'eût été justement ce vilain corona qui nous empêche un peu de hâter le pas, on serait à un autre niveau par rapport à la voie Koudou Sakoinse, par rapport à la voie Sabou Léo, par rapport à et nous sommes convaincus que les choses bougent et les choses bougent dans un sens d'optimisme. Mais les choses ne bougent pas toutes seules. Il faut porter la voix. Et à l'Assemblée nationale, les députés du Centre-Ouest ne sont pas dans leur coquille. Elles donnent de la voix. D'autres devant les projecteurs, mais d'autres dans les commissions, mais d'autres de façon plus discrète, mais de façon non moins efficace. Contrôler l'action gouvernementale, consentir l'impôt et voter des lois. Ces missions dévolues aux députés sont parfois méconnues du grand public. Il faut dire que pour la base, l'élu national ou l'élu tout court, c'est la personne à même de résoudre leurs problèmes. Problèmes de route, problèmes d'eau, problèmes d'éducation, problèmes sanitaires. En tout cas, tous les problèmes liés donc au mieux-être des populations. Pour eux, à partir du moment où ils vous ont élu, ils s'attendent donc à ce que vous puissiez en retour également leur permettre d'avoir de meilleures conditions de vie. Les paysans ont toujours méconnu le rôle du député, puisqu'ils demandent aux députés de faire des forages, ils demandent aux députés de faire des réalisations pour satisfaire, enfin, résoudre leurs problèmes. Concrètement, ils nous demandent de jouer au rôle de l'exécutif. Moi, je me dis, c'est parce que l'exécutif en soi ne joue pas entièrement son rôle que les paysans sont obligés de se rabattre sur leurs élus. Des parlementaires que l'on réclame au village, sollicités au quotidien par leurs contributions attendues lors des différentes manifestations sociales. Un véritable bourbier pour ces élus nationaux. Ils soutiennent les OSC
en apportant leur appui financier, matériel, moral. Je peux citer quelques actions par rapport aux personnes vulnérables en temps de soudure ou bien à la fin de l'année, il y a souvent des apports. Et on peut citer encore l'appui qu'ils ont eu à manifester par rapport au coronavirus. Donc ils ont apporté leur appui aux organisations des femmes et des jeunes pour sensibiliser la population. Très tôt, la politique a vu le jour au Bulkemde, donc la plupart des populations, beaucoup, comprennent un peu le jeu politique et ils savent que quand vous êtes d'une majorité, votre voix devrait pouvoir porter pour que la province puisse bénéficier de certains avantages. Être député de la majorité, ce n'est pas une chose facile. Parce qu'on se dit que c'est vous qui êtes aux affaires et que normalement, tout pourrait se faire par vous. Les gens n'arrivent pas à comprendre que les députés, que ce soit le bord, quel que soit ton bord, vous travaillez ensemble. Ce n'est pas une histoire de majorité et puis d'opposition. Quand vous êtes à l'Assemblée, en fait, c'est pour le bien de tout le pays. Des députés interpellés sur tous les fronts par des populations espérant trouver réponse à leurs préoccupations. Des doléances que Bawi Nama et ses collègues disent relayer en plénière. Et les problèmes que les gens nous posent sur le terrain, c'est ce que nous faisons remonter au niveau de l'Assemblée pour qu'on puisse inviter le gouvernement à prendre à bras le corps ces préoccupations-là, à part le système de notre contrôle, qui est les questions orales, les questions écrites que nous adressons souvent au gouvernement. C'est principalement quoi? Il y a d'abord le problème d'eau, il faut le dire. Et il pleut beaucoup, c'est vrai, chez nous. Tout le monde croit que quand il pleut, comme la zone est bien arrosée, donc il y a de l'eau, ce qui n'est pas vrai. Il y a toujours des écoles sous paillotte. C'est une population majorité jeune et le problème de chômage se pose. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, il y a que pour qu'on crée les conditions qui puissent permettre aux jeunes de pouvoir se prendre en charge. Et au niveau des écoles, toute la province n'a pas un seul centre même de formation professionnelle. Alors que vous savez, aujourd'hui, c'est ça peut-être qui pourrait amener les uns et les autres à pouvoir se prendre en charge en auto-emploi. Certains députés se font le devoir de faire le point de l'activité parlementaire après chaque session, parfois par voie de presse. Nous avons pris des initiatives de le faire. On l'a organisé d'abord au niveau donc, provincial, mais on l'organise au niveau communal. Avec, je prends le cas d'espèce avec mes collègues, notamment mon collègue du même bord politique que moi, nous l'avons fait plusieurs fois. Et on profite également des radios locales pour parler, pour dire, en fait, voilà ce que nous faisons, voilà les lois que nous avons votées, voilà nos positions par rapport à tel ou tel aspect. Donc ça se fait. Ce n'est pas eux de nous dire, mais nous-mêmes le faisons. Des actions individuelles, mais insuffisantes aux yeux des populations, car le collectif fait défaut pour faire bouger les lignes au centre-ouest. Le courant passe entre nous, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. À mon sens, le plus important serait que les députés du centre-ouest se mettent ensemble pour réfléchir sur un certain nombre de problématiques qu'ils ont en commun dans leur province. Que les députés du centre-ouest travaillent ensemble pour faire aboutir un projet donné, opposition comme majorité. Mais on est encore loin de cela. Pour moi, j'invite tous les députés de la région du centre-ouest, avec en tête monsieur le président du conseil régional, qui pourrait nous inviter à essayer de voir, à développer un plan d'action, un plan annuel où chaque acteur pourrait jouer de sa partition. Et moi, j'invite les députés à être beaucoup plus actifs encore sur le terrain. Taire les divergences politiques, c'est le vœu des acteurs à la base pour booster le développement de la région du centre-ouest au profit de l'intérêt général. Mais voir des députés des différents bords s'accorder sans calcul politique, est-ce réalisable? Grosse interrogation. Député Bakiono, vous, députés de la région du centre-ouest, ensemble, parler de développement sans pensée politique, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible, mais la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est le positionnement même du député et du Parlement.
Et comme vous l'avez entendu dans votre BTS, dans votre jargon, le rôle du député est méconnu. On attend du député qu'il joue le rôle de l'exécutif, alors qu'il doit plutôt, en dehors de son rôle reconnu par la Constitution, assurer le plaidoyer. Et en ce sens, le plaidoyer, pour faire aboutir un projet commun, il est facile à gérer en groupe. J'aime souvent dire que vaut mieux qu'on se bagarre sur l'existant que de se bagarrer sur quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser. À ce titre, il faut qu'il y ait des réalisations, il faut exercer le plaidoyer tout en ne tombant pas dans du régionalisme béat. Député Zungrana, est-ce votre avis? Est-ce que vous êtes ici tous des adversaires politiques? Est-ce que vous pouvez vous retrouver sur le même ring pour parler de développement? Je pense que le rôle que nous jouons auprès des populations, c'est le rôle inscrit dans notre Constitution et que vous avez décliné tout à l'heure. Mais le député est issu d'un milieu social et ne peut pas rester indifférent aux problèmes de ce milieu social. C'est pour cela que, j'allais dire de façon informelle, nous sommes amenés à nous impliquer dans beaucoup de tâches non constitutionnelles, non dévolues par la Constitution. Et non seulement ça prend beaucoup de temps, mais aussi sur le plan financier, à partir du moment où nous n'avons pas un budget spécialement affecté à cela, cela ronge beaucoup les capacités financières du député. Mais nous sommes reconnaissants envers nos populations et nous les soutenons comme nous pouvons. Maintenant, est-ce que cette manière de faire est efficace? Je pense que pris individuellement, chacun de nous doit reconnaître que les résultats sont mitigés. Particulièrement, je pense que ceux de l'opposition ont des résultats qui sont très mineurs parce que tout simplement, très souvent, l'appui qu'un député, quel que soit son bord, surtout de l'opposition, pourrait attendre de l'exécutif, cet appui-là est souvent biaisé par des considérations politiciennes. Je donne un exemple. En 2016, j'ai personnellement j'ai loué les services d'un technicien en forage pour faire le point de tous les forages en panne dans la province. Et j'ai trouvé un nombre de près de 86 forages en panne. Et je me suis dit, moi, député, si je n'ai pas les moyens de créer de nouveaux forages, les forages qui sont au moins en panne, si les populations témoignent qu'il y avait de l'eau, donc il suffit de réparer. Malheureusement, je n'ai pas trouvé, ni au niveau de la direction régionale, ni au niveau du ministère en charge de l'eau, l'appui nécessaire, ni même au niveau des engagements nationaux où je suis parti, l'appui nécessaire pour résoudre ces problèmes concrets d'eau, surtout que le gouvernement parlait de zéro corvée d'eau. Je me suis dit, j'apporte ma pierre pour régler un problème réel. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pas aussi une démarche pour gagner le code électoral? L'électorat vient vers vous pour poser des problèmes. Nous avons un problème de forage. Le forage est en panne. Oui, ce n'est pas une initiative du député qui va aller dire, bon, écoutez, quel problème vous avez? Non, c'est les populations qui viennent vers vous pour dire, notre forage ne marche pas. Voilà. Honorable Zumbaré, vous avez entendu Ali Touido le dire, difficile pour vous, député de la même région, de vous unir pour parler développement. Pourquoi? Merci bien. En effet, c'est un idéal qui devrait pouvoir quand même prendre corps parce que pas difficile à réaliser. Et en la matière, je crois qu'en 2018, nous avons eu l'accompagnement du NDI qui avait rassemblé les députés de la région et on avait fait une séance de redevabilité à Koudou et ça avait été fortement apprécié par les populations parce que vraiment c'était une première de voir des députés toutes tendances confondues se mettre ensemble pour une séance de redevabilité. Bon, j'avais fondé l'espoir que cette initiative allait se poursuivre. Malheureusement, le temps a été donné avec l'accompagnement du NDI, malheureusement qui ne s'est pas poursuivi. Mais c'est possible si des calculs politiciens ne se mettaient pas derrière chaque action, parce que chacun veut la palme. Et vous voyez,
les choses ont un peu évolué parce que au départ, nous de l'opposition politique, on pensait que nous voulons jouer le rôle de la majorité au pouvoir. On a estimé qu'il revenait à la majorité de gérer et à l'opposition d'attendre son tour. Bon, une fois que cette perception-là est affichée, ça devient difficile, même pour une œuvre utile commune, c'est assez difficile, alors que nous partageons les mêmes réalités avec les mêmes populations. Le problème de l'eau a été posé par l'honorable Yaya Zoungrana. C'est un besoin primaire. Personnellement également, j'ai fait la même démarche parce que j'ai été interpellé par les femmes de certaines communes. J'ai approché la direction régionale qui a dit qu'en la matière, ils ont prévu de nouveaux forages, mais pas d'entretien. Et au niveau de la CODEC, où j'étais la présidente de la commission, nous avons initié la toute première conférence publique sur la problématique de l'eau et de l'assainissement. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que entre forage, point d'eau existant et point d'eau fonctionnel, on n'a pas la même compréhension. Maître Bayala, vous avez écouté les députés, vous êtes de la région. Est-ce que vous avez ce sentiment que vos députés ne parlent pas le même langage? Vous savez, au niveau du citoyen lambda, au niveau pour des populations à la base, ce qu'elles attendent, c'est l'effectivité, c'est la réalité. Bon, ils se disent que le député est par excellence le représentant du peuple, c'est leur représentant qui est censé avoir vécu avec eux les réalités qu'ils vivent et qui s'est engagé à être leur porte-voix, bien entendu, auprès du pouvoir exécutif pour qu'effectivement les souffrances et les attentes puissent être atteintes. Alors, donc, dans l'exercice de ce mandat, on est tous d'accord que si le député n'a pour rôle constitutionnel que de consentir l'impôt, voter la loi et contrôler l'action du gouvernement, il faudrait également reconnaître que le législatif, c'est un pouvoir. C'est l'un des trois pouvoirs qui compte une république. Et le législatif, le député a un instrument entre ses mains qu'il peut actionner pour amener l'exécutif effectivement à réaliser, du moins à répondre aux attentes des populations. Bon, j'ai écouté tout à l'heure, c'est vrai que des chantiers sont en cours, nous sommes en train d'exécuter des chantiers, c'est ce que j'ai entendu, mais aussi au niveau du citoyen lambda, il faut reconnaître que tous ces problèmes sont urgents. Nous sommes dans un pays où tout est urgent. Donc nous sommes en train, cela ne satisfait pas le citoyen. Lui, il attend de voir, on a réalisé. Honorable Bakiono, vous êtes de la majorité, c'est vous qui êtes au pouvoir. L'Assemblée, c'est le deuxième pouvoir. Est-ce que sur le terrain, vous n'avez pas le sentiment que les populations s'acharnent trop sur vous? Bon, nous devons assumer. Quand tu as battu campagne sur la base d'un programme, il faut assumer. La difficulté, justement, c'est quand nous prenons la situation passée de la campagne législative couplée à la campagne présidentielle, au cours de la campagne, ce que nous défendons, c'est le programme présidentiel. Et donc, le député, souvent, il est acteur de cette campagne. Donc, les engagements qu'il prend sur le terrain, ce sont les engagements du programme présidentiel. Et si son candidat est élu à la présidence avec une majorité confortable à l'Assemblée, ça permet donc au président ou donc au chef de l'État de mettre en œuvre. Donc, maintenant, quand c'est ainsi, c'est aux députés de veiller à ce que toutes les promesses électorales faites au nom du candidat et en filigrane au nom de son parti soient réalisées pour que, à la fin du mandat, on puisse pouvoir dire que effectivement nous sommes venus, notre candidat a été élu, nous avons été élus en tant que députés, voici ce que nous avons fait. Mais je pense qu'il y a eu des avancées sur le terrain. Maintenant, pour revenir à une question auquel justement mon frère Yaya n'a pas répondu, c'était la capacité ou notre possibilité de nous mettre ensemble. Chacun a posé le problème individuellement en disant « je suis allé, j'ai cherché, j'ai retrouvé 86 forages ». Bon, ça c'est une action individuelle. Mais selon vous, qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble? Rien ne nous empêche a priori. C'est là où on revient sur les questions de leadership. Et si quelqu'un prend une initiative,
malheureusement, je ne pense pas qu'il y a eu vraiment une question d'initiative, quelqu'un qui a voulu vraiment, sérieusement, prendre cette question de regrouper, par exemple, les députés du centre-ouest. Sur le terrain, honorable Zungrana, est-ce que vous avez ressenti que la majorité vous fait écran sur le terrain? Une fois élu dans sa province, le député devient un élu national. Et la Constitution qui décline ces trois rôles-là, ce sont des rôles nationaux. Et je pense que mon collègue Bationa a abordé ça un peu. Nous retrouver pour nous concentrer sur le développement de notre région. Sans verser dans le régionalisme. Sans verser dans le régionalisme, je pense que c'est anachronique. C'est vrai que nous sommes issus d'un milieu qui nous a porté à l'Assemblée nationale. Le rôle que nous jouons actuellement vis-à-vis de ces différentes, de la satisfaction de certains besoins de ces populations, c'est surtout un rôle de lobbying. Parce que, comme quelqu'un l'a signalé tout à l'heure, le député a un pouvoir et des portes peuvent s'ouvrir parce que c'est lui. Et s'il prend à bras le corps ces préoccupations de ces populations-là, il peut arriver à ouvrir des portes et amener, j'allais dire, un certain soulagement auprès de certaines populations. Mais une fois que l'élection est terminée, qu'un camp a gagné le pouvoir, il est au pouvoir avec son programme de développement. Peut-être même que certains aspects, donc il y a une majorité et une opposition, peut-être que certains aspects ne sont même pas approuvés par l'opposition, ce qui est tout à fait normal. Et la démocratie est telle que la majorité gouverne et l'opposition s'oppose. C'est notre système démocratique qui est ainsi et qui fait que c'est difficile de sortir de ce schéma-là pour, j'allais dire, aller dans une région et faire autre chose. Ce que nous pouvons, c'est amener le gouvernement à réaliser ce qu'il doit faire, que ce soit dans la province du Boulkemde ou que ce soit dans la province du Boulgou. Si je suis au courant qu'une route a été mal faite dans la province du Boulgou, moi, en tant que député national, c'est mon devoir d'apostropher le gouvernement, de l'interpeller et que ça soit corrigé parce que j'ai le statut d'un député national. Maintenant, en tant qu'issu d'une région, d'une province où des populations me connaissent et moi je les connais, je peux être leur porte-parole pour ouvrir des portes. Maintenant, dire aux députés d'une région de se rassembler pour avoir un programme de développement, et je l'ai déjà utilisé le terme, c'est un peu anachronique par rapport au système démocratique dans lequel nous sommes. Député Zumbaré, est-ce que selon vous, ceux que vous représentez connaissent votre métier, votre rôle? Merci. Bon, il faut dire que pour le citoyen, le député, il est là pour défendre ses intérêts et de veiller à la réalisation de ses besoins. La limite entre l'exécutif et le Parlement, le citoyen ne fait pas cette différence. Du reste, ça ne l'intéresse même pas. Il veut la satisfaction de ses besoins primaires. Et en tant qu'élu, il pense que l'élu doit être en mesure de donner satisfaction. Et c'est en ce moment que le travail de nous, députés de l'opposition politique, est ardu, parce qu'on pense vraiment que par la magie et la baguette magique, on peut le faire. Et nous nous évertions à dire que ce que nous pouvons faire, c'est un plaidoyer. C'est faire le plaidoyer à travers les questions orales, à travers les missions d'information pour certains aspects que nous faisons prendre en compte pour que ça soit élucidé. Je prends par exemple l'exemple de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Vous savez que la province du Boulkemde a connu quand même des péripéties dans ce domaine. Bon, l'enquête a été menée. Malheureusement, les instructions qui ont été données, à savoir la mise en place des commissions ad hoc, malheureusement, ça piétine au niveau des différentes communes, ce n'est pas seulement au Boulkemde. Donc, l'un dans l'autre, ce sont des attentes qui ne sont pas comblées toujours. Mais nous faisons quand même le porte-voix de porter quand même au niveau de l'exécutif les difficultés, les problèmes posés par les populations.
Bon, malheureusement, parfois, certaines questions que nous posons au gouvernement, on n'a pas toujours satisfaction parce que très souvent, les ministères viennent, le premier responsable vient faire le développement de la politique générale de son ministère, alors que nous avions posé des préoccupations précises et nous attendions des réponses précises pour repartir vers les populations et puis dire voilà les problèmes qui se posent à telle et telle sollicitation que vous avez évoquée. Justement, parlant de redevabilité, on va aborder ce volet. Des députés du même bord se retrouvent parfois pour rendre compte de l'activité parlementaire. Parfois rare, très rare, que des députés de différents bords se retrouvent pour faire le point. Pourquoi c'est si difficile, M. Bakeno? Vous avez vu le grand frère Zilman François lui a dit qu'ils ont fait de la redevabilité. Personnellement, je l'ai fait avant eux et je l'ai fait plusieurs fois aussi sur le terrain. C'est justement là la question. Voilà. Pourquoi ne pas s'unir pour rendre compte? Personnellement, nous avons essayé, en tout cas ensemble, d'étudier la question parce que ça a été une quête de la base. Et je ne pense pas que ce soit totalement impossible. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours cette question du rôle, parfois pas bien compris, du parlementaire et de la perception qu'ont les populations de ce que les députés devraient être ou devraient pouvoir produire. Alors, donc on parle sur le domaine de la redevabilité, les populations s'attendent, comme l'a dit mon frère Rodrigue ici, d'attendre des choses concrètes. Ils vont arriver et dire, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? On s'intéresse, est-ce que vous avez pu faire construire, vous avez fait construire une école? Est-ce que la route, elle a été faite? Est-ce que les forages sont faits? Est-ce que la EPS, il fonctionne? Et ce que vous avez voté, à la limite, c'est les statistiques des lois. Si vous partez de dire, nous avons voté 10 lois, nous avons voté 15 lois, nous avons fait combien de ratifications? C'est difficile dans une séance de redevabilité. Alors que c'est ce que vous avez fait. Peut-être ce qui peut avoir un intérêt certain pour eux, c'est une commission d'enquête et les résultats et éventuellement le suivi de ces recommandations. Et pour ça, nous-mêmes, nous avons eu cette difficulté. Nous avons fait des commissions d'enquête, nous avons fait des recommandations au gouvernement. Nous avons été obligés d'évoluer vers la mise en place d'une commission qui s'occupe de voir est-ce que les recommandations issues du Parlement là sont suivies d'effet au niveau du gouvernement. Ça, c'est quelque chose de bon, parce que ça nous permet après de dire voici un résultat. Malheureusement, entre des députés de différents bords, ce que vous allez dire ne va pas nécessairement intéresser les populations, parce que ce n'est pas exactement le même rôle au niveau du Parlement. On n'exerce pas le contrôle de la même manière qu'on est du parti au pouvoir ou de l'opposition. Donc nous allons avoir un rendu différent aussi vis-à-vis des populations. Député Zungrana, comment au niveau du Bloc MD vous vous arrangez pour rendre compte? Si je dois faire une redevabilité, ce que j'ai déjà fait, c'est à travers des radios synchronisées et c'est comme ça donc, que je rends compte. Mais je dois reconnaître avec Bakeno que effectivement ça se limite à des statistiques de lois votées et à une explication de quelques lois emblématiques qui auront été votées pendant la session. Ça intéresse effectivement les populations. Et sinon, du point de vue des interpellations du gouvernement, c'est interpeller le gouvernement sur des projets qui ont été prévus dans la province et qui tardent à démarrer. On est ramené à rendre compte de ce qu'on a fait comme interpellation et de ce qu'on a d'expliquer des lois qui ont été votées. Il faut dire que effectivement, comme je le répète, notre manière d'agir à l'Assemblée est tributaire de notre position de majorité, de majorité ou d'opposition. Et l'opposition joue son rôle en titillant le gouvernement, en mettant le doigt où ça ne va pas, faire en sorte que les choses s'améliorent dans le sens positif. Le député de l'opposition doit jouer son rôle pour redresser les torts que l'exécutif viendrait à faire. Donc, nous retrouver ensemble dans la province ou dans la région, ça peut faire plaisir à l'opinion publique. Mais le résultat au finish, c'est quoi? C'est dire que nous sommes rassemblés, mais nous n'avons pas, en tant que
un lot de députés de la région, nous n'avons aucun pouvoir de décision. Nous ne pouvons pas amener un projet de bitumage de l'axe Léo-Yako. C'est l'exécutif qui a les leviers à ce niveau. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'insister à travers les interventions que les populations attendent ça. Et vous aviez dit que vous allez le faire. Pourquoi ce n'est pas fait? Et je pense que ce rôle-là est déjà très important. Ce qu'il faut dire aussi, en regardant notre rôle auprès des populations, on ne peut pas ne pas arriver à la conclusion que la démocratie représentative dans notre pays telle qu'elle se joue a ses limites. On sent de plus en plus la nécessité d'aller vers la démocratie participative des citoyens. De plus en plus, je pense qu'il faut que, majorité comme opposition, nous prenions cela en compte et faciliter le développement d'OSC dans des secteurs bien précis, comme notre ami le fait, des OSC qui vont, j'allais dire, voir sur le terrain, au nom des populations, que ce qui a été promis est réellement fait. Voilà. Maître Bayala, vous êtes avocat à la Cour OSC de la région du Centre-Ouest. Rendre compte à la base, est-ce une obligation? Oui, je voudrais tout simplement dire que le mandat en lui-même comporte une obligation de rendre compte. Vous savez, le mandat, c'est comme si vous aviez envoyé quelqu'un. Si vous avez envoyé quelqu'un, il a l'obligation de venir vous rendre compte. Mais avant, je voulais juste revenir sur un aspect qui est très important. Vous savez, quand on raisonne nos régions, ça ne veut pas dire qu'il faudrait peut-être attirer tous les projets du pays pour sa région, pour sa province, pour sa commune, pour son village. Mais c'est juste pour dire que le député étant élu à la base par les populations, il connaît mieux les problèmes de ces populations, il peut être porteur de projets de développement pour ces populations. C'est ce que nous sommes en train de dire. Sinon, le nationalisme, en réalité, nous savons que c'est un sentiment qui est nourri d'abord dans la cellule familiale, régionale, provinciale et nationale maintenant. Si vous n'aimez pas votre famille, vous n'allez pas aimer votre village. Si vous n'aimez pas votre village, vous n'allez jamais aimer votre province. Si vous n'aimez pas votre province, vous n'aimerez pas votre région. Et si vous n'aimez pas votre région, vous n'aimez pas votre pays. Si on a divisé notre pays organisé en régions, en provinces, en communes, c'est pour prendre en compte les spécificités et les potentialités de développement de chacune de ces entités. Donc les députés étant issus de provinces, de régions, il va de soi qu'un député qui est au Sandier ou bien qui est dans le Bukemde, et s'il va être porteur d'un projet de développement, ça ne sera pas l'élevage par rapport à un député qui est de Dori ou de Djibo. Donc ces députés qui vivent au milieu de ces populations peuvent être porteurs de projets qui répondent plus aux attentes de ces populations. Voilà pourquoi nous parlons que si l'ensemble des députés de la région du Centre-Ouest arrivent à parler le même langage, peuvent porter des projets de développement pour la région. Ce que je voulais ajouter aussi, la perception du citoyen lambda par rapport à la scène politique. Vous savez que la politique peut se définir de plusieurs manières. Ça peut être un outil de développement. Ça peut être l'arène dans laquelle se conquiert et s'exerce le pouvoir d'État ou le pouvoir local. C'est que le citoyen lambda a le sentiment que nos acteurs politiques n'arrivent pas à sortir de l'arène politique pour effectivement se consacrer au mot politique qui veut dire développement. Donc, pendant les élections, on est dans l'arène politique. Après les élections, on est dans l'arène politique. Ça veut dire que chacun essaie de tirer la couverture vers lui pour avoir plus de visibilité en pensant déjà aux prochaines élections, laisser en priorité les priorités auxquelles on devrait s'attaquer. Sinon, en principe, dans l'Assemblée, dès que l'Assemblée est réunie, on ne devrait plus sentir majorité ou opposition. Ce qu'on devrait sentir, c'est de sentir les projets de développement, de savoir comment effectivement nous allons, nous qui votons la loi. Et c'est là que je n'arrive pas à accepter que le député dise qu'il n'a pas un véritable pouvoir entre ses mains. Parce que c'est quand même lui qui constate l'impôt. Quand la loi des finances atterrit à l'Assemblée, c'est les députés qui apprécient les postes auxquels le gouvernement entend affecter nos impôts. Donc le député peut dire, l'Assemblée peut dire, monsieur le gouvernement, vous avez décidé d'affecter 1% du budget à l'éducation. Nous ne sommes pas d'accord parce que l'éducation, c'est la base de tout développement. Ou bien vous avez décidé d'affecter 2% à la santé. Nous ne sommes pas d'accord, nous n'allons pas voter ce budget. C'est un véritable instrument entre les mains du député. Deuxièmement, le contrôle de l'action du gouvernement. Quand tout pouvoir qui arrive
Et nous avons tous suivi. Tout candidat au présidentiel a un projet de société qu'il expose au Burkinabé pour les convaincre de l'élire à Kossiam. Donc ce projet existe et doit être un instrument pour le Parlement pour contrôler son action. Contrôler son action, c'est de savoir est-ce que c'est réalisé. Si ce n'est pas réalisé, quel est le problème? Pourquoi ça n'a pas été réalisé et pourquoi ça a été mal réalisé à travers des enquêtes telles que cela se passe actuellement. Donc c'est pourquoi nous avions dit que nous, en tant que citoyens lambda, nous percevons l'action politique comme étant permanemment en jeu. Les gens sont toujours dans l'arène en train de voir comment on prépare déjà les prochaines élections sans véritablement se consacrer aux réalités qui sont celles des populations. Voilà, il est le porte-voix des OSC. Avant de réagir, je vous invite à repartir un peu sur le terrain. La région du centre-ouest a beaucoup de potentialités, mais elle a toujours besoin d'un coup de pouce du gouvernement pour booster son développement. C'est un reportage signé de Daouda Ouattara et Amadou Marcelto. Koudougou est nostalgique du passé. L'activité ferroviaire et cotonnière est au ralenti. Des usines fermées à l'image de Faso Fani. Plus rien ne va à Koudougou sur le plan économique depuis que Faso Fani a cessé ses activités. C'est sur ça que nous tous on comptait pour trouver de quoi se nourrir. Il n'y a pas d'emploi actuellement. La région du centre-ouest, c'est un chiffre un peu plus de 8% du territoire national, occupé par 8,10% de la population burkinabé, soit près de 1 690 000 habitants, selon les projections 2007-2020 de l'Institut national des statistiques et de la démographie. Une région carrefour, limitée à l'est par les régions du centre, du plateau central et du centre-sud, à l'ouest par la région de la boucle du Moun, au nord par la région du Nord et au sud par la République du Ghana. Un atout en termes d'échanges, de débouchés et de trafic pour le centre-ouest qui compte 38 communes reparties dans 4 provinces, chacune avec sa spécificité. Le Boulkiemdé, plus peuplé, est un pôle commercial. Le Sangué excelle dans le maraîchage et les cultures céréalières. La Sicile et le Ziro, plus arrosés, se distinguent par la production des tubercules et autres cultures de rente. Ce qui fait le charme de cette région aux multiples potentialités. Nous sommes une région particulière. Vous allez remarquer qu'au niveau de la production céréalienne, nous sommes à plus de 224% de couverture de nos besoins. Donc ça veut dire que nous avons un excédent de plus de 124%. Ça veut dire que le reste, le surplus est en tout cas orienté vers la vente. Ensuite, vous avez des productions de rente, telles que l'igname, la patate, vous avez le soja, vous avez le coton. Alors donc c'est une région à grosse potentialité agricole et qui fait d'elle une région spécifique adossée au Ghana. Le PNDS, c'est le référentiel national. Et sa mise en œuvre, ne serait-ce qu'en 2019, nous avons connu un taux de réalisation de plus de 84%. Plus de 84%. Et il faut dire que ce taux vraiment est à mettre à l'actif des collectivités et des différents acteurs au développement, que sont les associations, les ONG, et qui appuient vraiment la région dans le processus de développement. Et pourtant, le chef-lieu de la région du centre-ouest, jadis une ville industrielle, est victime de sa proximité avec Ouagadougou, la capitale. Pour dire vrai, ça ne va pas. Et comme vous le constatez, pour pouvoir évoluer et devenir grand, forcément il faut venir à Ouaga. Parce qu'au niveau de Koudougou, je pense que les choses sont au ralenti. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions. Alors je pense que c'était à son temps de Faso Fani. Bon, comme vous l'avez tous vu, ça bougeait. Et il y avait aussi la présence des militaires, ça faisait aussi un nombre. Bon, aujourd'hui, ils n'y sont plus. Au départ, lorsque nous étions quand même très jeunes, nous avons connu que beaucoup d'activités commerciaux se passaient pratiquement à Koudougou avant d'aller à Ouagadougou ou être déversés dans d'autres provinces.
Mais ici, nous souhaiterons que, voilà, pour encore redynamiser les affaires dans le centre-ouest, il nous faut beaucoup de choses. Ces choses que nous attendons du gouvernement ou de l'État, nous souhaiterions que nos routes soient prises en charge pour pouvoir désenclaver beaucoup de choses, parce que sans les routes, il ne peut pas avoir de développement. Des routes, mais pas seulement. Éducation et santé, hôtellerie, artisanat, culture et tourisme, eau et assainissement, élevage et agriculture, tous les secteurs de développement ont besoin d'un coup de pouce au centre-ouest. On avait pensé que le gouvernement peut nous aider à le produit des jardins. Bon. On ne trouve pas, on vient, on nous contrôle, on fait contrôle des jardins, mais on dit on va venir à le chose pour nous donner, mais on ne donne pas, on nous est... Bon, on ne sait pas. C'est derrière, ça va venir, on ne sait pas. Ou bien ils ont oublié de nous, on ne sait pas. Nous pensons qu'on peut peut-être accélérer la modernisation de l'agriculture pour nous permettre quand même d'utiliser le grand maximum du potentiel, des potentialités que la région a. Vous prenez par exemple le sangier, tout le monde sait que le sangier c'est le maraîchage. Vous prenez la Sicile, c'est les féculents tels que les tubercules, vous avez l'igname, produite en grande quantité, mais en réalité, ce n'est pas transformé. Donc, et la conservation aussi n'est pas facile. Le zéro, c'est à peu près la même chose. On a orienté les gens vers la grande production telle que les tangéleuses. Vous avez des tangélos qui pourrissent. Donc, on ne peut pas transformer. Nous avons rédigé ce qu'on appelle un plan régional de développement, où nous avons mis l'accent sur des usines dans chaque province. Et ces usines allaient être des petites usines de transformation basées sur les potentialités de chaque province. Mais nous n'avons pas eu de ressources. On a besoin tous de 100 millions par province pour pouvoir, en tout cas, valoriser les productions locales. Nous n'avons pas eu de ressources. Nous avons tapé à toutes les portes. Nous sommes en train de secouer. C'est vrai que ça fait 4 ans que nous avons adopté notre PRD. Il nous reste 1 an pour terminer. Mais en même temps, nous disons qu'on risque de terminer notre mandat même sans pouvoir installer une petite usine de transformation. Beaucoup de défis à relever dans cette région où la spécialisation économique et la gestion durable des ressources naturelles se posent, tout comme l'épineuse question du chômage des jeunes et des femmes. Mais pas question de céder au découragement. L'usine Soko Bio, voulue par le chef de l'État pour l'égrenage du coton bio, prend forme et Koudougou s'en réjouit. Une lueur d'espoir pour la région du centre-ouest. Monsieur Bakeno, 400 millions, c'est ce dont la région a besoin pour pouvoir transformer ses produits. Malheureusement, le président du conseil régional dit qu'ils ont frappé à toutes les portes sans succès. Je pense qu'il n'a pas vu Yaya Zungrana. Il était capable lui seul de financer ça. On n'a pas besoin je ne sais pas comment il s'y prend, mais je pense en tout cas le chiffre, à mon sens, paraît dérisoire. 100 millions par pour 100 millions, franchement, je pense que il faut trouver un moyen. Mais en même temps, l'idée est là, la vision est là. Je pense que c'est aussi ça la continuité de l'État. Après un autre mandat, quelqu'un d'autre peut prendre le flambeau et puis poursuivre. Ce n'est pas parce qu'un projet est né immédiatement qu'il peut avoir une réaction positive. Donc, en tout cas, je souscris à cette idée. La vision est là, elle est bonne. Il faut continuer dans ce sens. Maintenant, permettez-moi de relever 2 petites nuances sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le Parlement, on n'est pas sur le débat général sur le rôle du Parlement. Le Parlement et son action au niveau du centre-ouest. Et ça veut dire que nous savons que nous avons un pouvoir. Nous sommes conscients du pouvoir que nous avons, mais c'est l'exercice de ce pouvoir, la perception de l'exercice de ce pouvoir au niveau des populations qui pose problème. Sinon, nous prenons le cas, tout de suite on a parlé des 100 millions par commune et par province. Nous sommes tous d'accord que c'est une très bonne vision et qu'il faut aller dans ce sens. Donc, je pense que il faut continuer de pousser. Maintenant, une chose aussi qui est importante,
La problématique du développement, c'est toujours une question de planification, d'organisation et puis d'ancrage entre les différentes... Il y a le gouvernement, il y a le niveau régional, il y a le niveau communal. Nous avons mis un certain temps pour essayer d'arrimer tous ces plans de développement qui doivent tous être arrimés au PNDS, qui aussi prend ses sources dans le programme présidentiel, dans la prospective Burkina 2025, ainsi de suite. Donc, chaque maillon doit s'articuler de façon harmonieuse pour aller vers un développement harmonieux. Et nous, en tant que députés, c'est de veiller à ce que cette harmonie-là soit la plus complète possible. Et veiller à ce que le programme pour lequel, quand je parle en termes de majorité, c'est le programme pour lequel nous avons été élus, s'exécute d'abord. Ce n'est pas aller créer de nouveaux programmes ou de nouveaux projets. Ça veut dire qu'on arrive au pouvoir normalement avec un projet de développement, avec des projets bien ficelés, avec des choses à mettre en œuvre pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on ne vous demande plus de réfléchir. Et je suis d'accord quand on dit, oui, nous attendons, les populations attendent le concret, la réalisation. Elles ne sont plus en train d'attendre le en train. Donc, nous devons être cohérents pour dire, nous ne sommes plus là pour proposer. C'est-à-dire, en tant que député, on n'est pas là pour proposer des nouveaux projets. On doit défendre coûte que coûte ce que nous avons pris comme engagement pendant la campagne. Et maintenant, veiller à ce que, après la campagne, on fasse le bilan périodiquement ou à la fin, c'est ça la redevabilité, et demander éventuellement un autre suffrage. Autre préoccupation, on a vu des routes, la région manque de routes. Député Zumbaré, vous avez été membre d'une commission d'enquête parlementaire sur la maîtrise d'ouvrages délégués. C'est certain que beaucoup de choses ont été relevées là-dessus. Effectivement, une enquête parlementaire sur la maîtrise d'ouvrages délégués, nous avons été très étonnés, ou du moins pas étonnés, mais nous avons eu des éléments assez révélateurs de beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements. Figurez-vous que dans les conventions qui lient l'État aux maîtrises d'ouvrages délégués, en cas de malfaçon, il n'y a que l'entreprise seule qui est responsable. Et vous voyez, toutes les conventions que l'État a eu à signer avec la maîtrise d'ouvrages délégués, aucune convention n'a été clôturée. Mieux, il y a même des reliquats que la maîtrise d'ouvrage détient par devers elle, et qui n'ont pas fait l'objet de réclamation de l'État. Vous voyez, quand les mouvements sociaux là aussi évoquent certaines choses, il y a des réalités qui sont là. J'avais vraiment pensé que la nouvelle commission qui est chargée de contrôler les recommandations formulées par l'Assemblée nationale allait prendre à bras le corps et permettre quand même des résultats. Mais malheureusement, on ne voit pas encore venir les choses. Et c'est dommage. Les ouvrages biodégradables continuent de se réaliser, aux grandes dames de tout le monde. Vous avez coordonné la mission d'information sur l'impact du fonds sur l'auto-emploi et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Faso Fani a fermé ses portes, plus d'emplois, vous l'avez suivi dans le reportage. Qu'est-ce qui vous fend le plus le cœur? C'est cette masse de jeunes qui sont des bras valides et qui auraient pu contribuer positivement au développement du pays et qui se retrouvent inexploités. Ça, c'est une grande tristesse. Et nous avons fait, lors de cette mission, des recommandations pour que les fonds changent. Les fonds ont eu au moins le caractère positif d'exister. Mais un des déficits majeurs que nous avons constaté, c'est que les choses se font de façon routinière. Quelqu'un qui est dans un fonds, que ce soit un jeune ou une femme, chaque année, s'il a la chance d'ailleurs, chaque année, il va avoir le même montant, soit 1 million, soit 3 millions, alors que son activité plafonne. Et nous avons recommandé qu'il y ait des couloirs entre ces différents fonds pour que quelqu'un qui a régulièrement pu rembourser 1 million, parce que le fonds dans lequel il est ne peut pas lui donner plus d'1 million, que quand même son expérience de bon client puisse être valorisée auprès d'un autre fonds qui peut lui donner 5 millions. Il se trouve que ça n'existait pas. Alors, le gouvernement a pris l'engagement d'aller vers un guichet unique de fonds, et ça, c'est encore un élément sur lequel nous menons le contrôle, mais nous constatons que de plus en plus, on risque d'atteindre fin 2020 sans que ce guichet unique des fonds
ne soit mis en place. Donc c'est vraiment avec une tristesse qu'on voit une bonne frange des jeunes de la province ou de la région inactifs parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement qu'il faut, parce que l'accompagnement est multiforme, hein. C'est financier, c'est matériel, c'est la formation, etc. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, que les jeunes de plus en plus aillent vers l'auto-emploi. Parce que l'idée d'être embauché dans la fonction publique est périmée, j'allais dire. Ça ne va nulle part. Regardez la masse de jeunes, 1 million de jeunes, quand on annonce qu'on veut 10 000 personnes. C'est triste. Alors, notre région, contrairement à ce qu'un opérateur économique a dit dans le film, nous avons un avantage, c'est la proximité avec Ouagadougou, qui est le principal centre de consommation. Sous un autre manteau d'opérateur économique, j'avais personnellement proposé que Koudougou soit considéré comme une zone industrielle en zone franche. Que tous ceux qui veulent rentrer dans l'industrie viennent, y produisent en haute taxe aux douanes, et ceux qui veulent vendre sur le marché vont dédouaner, et ceux qui veulent aller ailleurs peuvent aller avec, parce qu'on a l'avantage d'avoir quand même la voie ferrée, on a des routes assez bonnes pour aller, j'allais dire, en dehors de la région ou de la province. Honorable Bakiono, beaucoup de projets orientés vers les jeunes et les femmes, mais quelques dysfonctionnements, c'est le résultat des enquêtes. Oui. Faso Fani, fermé, et depuis l'on attend la réouverture, un vieux dossier. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de malaise, vous, en tant que député de la majorité? Il faut poursuivre l'effort et de continuer à travailler à la réouverture de ce joyau. Mais ce que le citoyen n'a pas mis en balance, c'est qu'entre-temps, il y a eu l'université de Koudougou qui draine du monde à Koudougou et qui, s'il plaît à Dieu, va se délocaliser même au niveau de la province du Sangué avec au moins 2 instituts annoncés dans la province du Sangué. Et c'est une manne qui est plus importante même que le camp militaire, le BIA à l'époque et Faso Fani. Maintenant, le progrès doit se poursuivre. Le progrès doit se poursuivre et ce serait très bon que Faso Fani, c'était pas juste pour Koudougou, c'est beaucoup de fils de la région travaillaient et c'était quelque chose de très important pour la région. Maintenant, au-delà de ça, il faut voir la matière première qui est le coton et aujourd'hui je pense que la production cotonnière dans la zone elle est vraiment on va dire en chute libre. Il faut regarder tout ça et aller aussi vers des formes de labellisation parce que la culture du coton aussi, ça n'a pas que des avantages, il y a des inconvénients. Donc il faut mettre tout ça en balance pour en tout cas procéder à... Moi, je n'aime pas parler de relance économique comme si on était en arrêt, mais de continuer le progrès. Le progrès, parce que c'est une quête permanente. Maître Bayala, beaucoup de défis à relever dans la région du centre-ouest. L'accaparement des terres dans le Ziro, c'est un problème. Vous êtes acteur de développement, puisque vous êtes le secrétaire exécutif de l'IDL, avocat à la Cour. Sur cette question, qu'est-ce que vous posez comme préoccupation à vos députés? Ok, merci beaucoup. C'est une excellente question qui est un point un peu avec du juridique. Vous savez, aujourd'hui, sous prétexte de l'agro-business, ceux qui ont peu de moyens se sont accaparés les terres à partir du Ziro en allant, qui sont des zones qui sont très bien arrosées, des hectares qui sont déposés qui ne sont pas exploités. Et j'ai l'habitude de dire que le prochain conflit que nous pourrons envisager ici, ça peut être un conflit foncier. Parce que vous allez avoir des enfants qui sont nés, grandis dans des villages, mais qui ont les terres de leurs parents, de leurs grands-parents, qui ne peuvent pas exploiter parce que tout simplement ça a été aliéné. Donc ça demande une légifération beaucoup plus poussée. Vous savez que le problème chez nous aujourd'hui, c'est que le régime de la terre n'a jamais été spécifiquement tranché. On est toujours dans un régime moderne, coutumier. De sorte qu'on a beaucoup de difficultés à trancher définitivement cette question du foncier qui est en train, comme le dit, va créer des problèmes à l'avenir. Parce que les paysans ne trouveront pas de terres pour exploiter. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce soit l'opposition ou la majorité, le citoyen lambda
quand il reçoit les candidats pendant les campagnes, chaque candidat promet le bien-être, d'améliorer ses conditions de vie. Qu'il s'agit de l'opposition ou de la majorité. Donc si le citoyen lambda aujourd'hui, après les élections, ce que lui il attend, c'est que ses conditions s'améliorent. De par la majorité ou de par de l'opposition, en tout cas qu'il se débrouille pour que, en tout cas, lui, aux prochaines élections, il sente que quelque chose change. Si ça, c'était l'idéal que chacun a promis pendant les élections, il va de sorte que pour travailler ensemble pour le bien-être de ces populations, on puisse se mettre ensemble. Voilà la perception que nous avons. Député Zoumbare, sur la question du foncier. Bon, il faut dire que il y a au moins 3 ans de cela, le feu Salif Diallo avait bien prédit que la prochaine crise au Burkina, elle sera bien foncière. Et les ingrédients sont en train de se réunir dans ce sens avec l'émergence des promoteurs immobiliers. Et personnellement, j'ai toujours dit que le salut viendra de la relecture de la loi sur le foncier. Cette loi comporte beaucoup d'insuffisances et qui crée beaucoup de problèmes. Même les techniciens dans le domaine reconnaissent que la loi mérite urgemment d'être relue parce que il y a beaucoup de sujets à disputer, à conflit à l'intérieur. Et je crois que le mérite quand même reviendrait à l'Assemblée nationale si on arrivait avant la fin de cette législature-là, de nous pencher sur la question. Je vous invite à présent à suivre les propos des citoyens, ce qu'ils pensent de vous, députés. Regardez. Il y a des députés qui sont chez nous-mêmes et puis on ne les connaît même pas. Bon, je souhaite que quand quelqu'un, par exemple, on te vote, et il faudrait que tu fasses de ton possible pour que la population puisse prendre connaissance de toi. Maintenant, si on te vote aussi, bon, et puis tu ne reviens plus, par exemple, s'exprimer auprès de ta population pour prendre des préoccupations et aller exposer ça au niveau de l'Assemblée nationale pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a un problème qui ne va pas dans une telle région, pour qu'on puisse trouver des solutions adéquates. Souvent, ils viennent nous demander qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on fait. Nous, on explique, mais rien. Après, ils disent qu'ils vont venir avec leur soutien. On attend, mais ils ne viennent pas. Ils n'ont qu'à voir rien. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Un député, s'il vient s'asseoir au centre-ouest seulement, je ne pense pas qu'il pourrait bousculer les choses. Ils ont intérêt à rencontrer certains partenaires à l'extérieur comme à l'intérieur pour voir les différents plans de développement pour nous accompagner. Bon, ils viennent souvent dans les communes nous rencontrer, ils viennent dans les villages et causer avec nous. Même présentement avec la situation de Corona, certains ont contribué d'une manière ou d'une autre. Certains ont animé des émissions radio à distance, télé-radio. Je pense que c'est ce qu'ils peuvent faire. Mais l'un dans l'autre, ils peuvent mieux faire. Si les députés ne nous supportaient pas, on n'allait pas pouvoir faire ce qu'on fait. Le député, il a une mission nationale. Il contrôle l'action du gouvernement. Ils sont toujours à nos côtés. Ils nous orientent, ils nous donnent les conseils, ils nous aident à ouvrir les portes qu'il faut. Donc nous pensons que quand même nos députés, une dizaine de députés, on peut être suffisamment fiers parce que je n'ai jamais contacté un député qui a refusé de m'aider à ouvrir une porte quelque part. C'est vrai qu'ils ne sont pas totalement dans l'action, ce n'est pas leur rôle, c'est nous qui sommes dans l'action, mais eux, ils nous aident à travers le lobbying, le plaidoyer, à nous ouvrir des portes, à nous donner des adresses et on les ouvre, on avance. Là où nous ne sommes pas satisfaits, on a beaucoup de problèmes à résoudre. On ne sait pas si c'est par manque de moyens. Donc maintenant, on demande à nos députés qu'ils s'approchent à côté de l'État pour pouvoir nous aider, pour que toutes les femmes, même si tu vends l'oseille, même si tu vends le piment, même si tu ramasses les sables, que tu aies quelque chose pour pouvoir travailler. Sinon, il n'y en a rien. Alors, je pense que les députés, c'est quoi? Ils sont là aussi pour écouter nos besoins, pour résoudre nos problèmes, parce qu'ils sont élus aussi pour ça. Alors, je pense que dans chaque localité, ce qui est bien, c'est prendre les préoccupations de la province pour pouvoir aller étudier et revenir aussi avec des résultats. Moi, j'allais proposer en premier lieu pour qu'on puisse avoir des routes
Alors, je pense qu'ils peuvent lancer ça au niveau de l'Assemblée pour voir est-ce que et comment cela peut être possible. En deuxième lieu, on aimerait aussi qu'ils travaillent, on les a élus, c'est bien vrai. Des fois, ce n'est pas de leur faute, on le sait, mais on se dit des fois aussi qu'ils ne bougent pas. Donc, on aimerait qu'ils essaient de bouger pour envoyer des projets, pour envoyer en tout cas beaucoup d'autres choses d'ailleurs dans le Burkina et bien sûr aussi dans le centre-ouest. C'était là la perception des citoyens de la région du centre-ouest sur le rôle de l'élu, compris, pas compris, voilà. Vous êtes beaucoup attendu sur le social, le volet social. Ça nous donne l'occasion de parler du coronavirus, une maladie qui sévit actuellement au Burkina. La région du centre-ouest n'est pas encore touchée, mais vous, députés, qu'est-ce que vous faites actuellement? Honorable Zoumbare. Moi, j'ai une opération qui doit se dérouler jeudi dans la province, mais j'ai choisi comme cible le milieu scolaire. Honorable Zungrana. Oui, merci. Moi, personnellement, j'ai apporté des appuis au niveau de la commune du Kourou, au niveau du Haut Commissariat pour la province et au niveau régional. Donc, c'est ce que j'ai pu faire. J'ai d'abord envoyé une mission au niveau du district pour voir qu'est-ce qui serait en déficit, parce que quand même, il ne faut pas, j'allais dire, répéter ce que les autres ont fait, je pense, et ça m'a permis d'être mieux éclairé et apporter mon soutien. Sur le terrain, lutte contre la Covid-19, vous êtes de la majorité, vous êtes certainement attendu. Qu'est-ce qui est fait? J'ai personnellement initié un don de lave-mains, de savon, de produits d'hygiène en direction du Conseil provincial de la jeunesse de la province du Sanguier. Ensuite, j'ai contribué au don organisé par un collectif d'associations dans le Sanguier, dont Maître Dasso ici est porte-parole. Et j'ai contribué à ce niveau. J'ai contribué aussi au niveau de la coordination provinciale des femmes du Sanguier. Tout ça pour rester en dehors du cadre politique, pour que notre action ne soit pas perçue juste pour politique politicienne, mais aller vers des organisations de la société civile ou des associations non partisanes pour que vraiment tout aille en direction de la population. À distance, comme quelqu'un l'a dit, nous avons animé des émissions et conseils dans la langue locale pour permettre de communiquer directement avec les populations et leur donner les consignes et les recommandations nécessaires. Maître Bayela, vos députés ont contribué pour lutter contre le coronavirus. Vous avez également vu l'Assemblée nationale qui a initié le Coronaton. On a mobilisé plus de 400 millions de francs CFA, mais certains Burkinabés disent que ce n'est pas le rôle du législateur. Quel est votre avis? Vous savez que la différence entre une association et un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Sinon, aussi bien l'association que le parti politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, a pour idéal ou objectif de travailler au bien-être des populations. Donc au niveau de notre organisation, à savoir l'initiative d'aide au développement local, nous avons eu à faire un don, en tout cas dans la lutte contre le Covid-19 au niveau de la province du Sandier, une première fois le 21 mars, d'une valeur de plus de 300 000 francs. Nous avons rebeloté avec un collectif d'associations, et c'est le lieu ici de remercier l'honorable bienvenu qui est avec nous, et l'ensemble des députés, que ce soit de la majorité, Anissé, Bazier, Zilma Bazier, ils ont tous contribué à cette initiative. Nous avons pu mobiliser plus de 4 200 000 et qui a couvert l'ensemble des 50 CSPS de la province du Sandier. Nous avons pu également, à travers des organisations sœurs dans la province du Burkina, réaliser ce type de dons au profit, effectivement, des populations dans la lutte contre le Covid-19. Maintenant, s'agissant de la question beaucoup plus précise de savoir est-ce que c'est le rôle de l'Assemblée et bien entendu de faire des collectes pour la lutte contre le Covid-19. Moi, je vais beaucoup plus loin pour poser la question, est-ce que c'est le rôle des entreprises de se mobiliser pour
venir aider l'État à lutter contre le Covid-19. Nous sommes dans une situation d'urgence où chacun apporte sa contribution. Si vous pouvez apporter votre contribution pour enrayer le mal, ce sera le bienvenu. Le débat, ça sera fait après, quand on aura fini avec le Covid-19. Merci, Maître Bayala. Mesdames et messieurs, merci pour vos différentes contributions à ce débat. Action parlementaire s'achève. Ici, on se retrouve le mois prochain pour un autre numéro.